Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je déclare ouverte la séance du conseil municipal. Je demande à M. le directeur général des services de procéder à l'appel. Jean-Michel Solé. Présent. Céline Pastor. Présent. Guy Vinot. Présent. Clémentine R. Présent. Jean-Michel Gascou donne procuration à Guy Vinot. Anne-Claire Pêche donne procuration à Olivier Capeille. Olivier Capeille. Présent. Nicole Clara. Olivier Lacaze donne procuration à Jean-Michel Solé. Sandrine Poussane. Présent. Guillaume Blavette. Présent. Josette Monté. Présent. Gérard Petit donne procuration à Céline Pastor. Isabelle Sola. Présent. Eddy Vergel. Louise Serralongue. Présent. Denis Pi. Présent. Marie-Josée Graza. Présent. Jean-Louis Fleurisson. Présent. Evelyne Canovas. Présent. Cédric Castella. Roger Rouille. Présent. Emmanuel Fradet. Présent. Rosendo Cobé. Présent. Myriam Nogues. Présent. Jean-Charles Colomine. Présent. Elisabeth Lessa. Présent. Donc, je propose comme secrétaire de séance Clémentine Vert. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Un point supplémentaire à l'ordre du jour de ce conseil municipal concernant les demandes de subvention que la ville peut solliciter suite aux inondations du 29 et 30 novembre. Je vous propose, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous propose que nous évoquions ce point en fin de séance. On le rajoutera en fin de séance. Alors, l'ordre du jour, premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 septembre 2014. Est-ce que j'ai des observations? Je vous écoute. Nous avons remarqué qu'il manquait énormément d'interventions du côté de l'opposition. Sur 1, 2, 3, 4, 5 points au total. La création du City Stade, sur lesquels il y avait l'intervention de Jean-Charles Colomine et de moi-même. Point 16, demande d'attribution de la concession des plages. Également donc une intervention de ma part. Alors le point 11, sur le City Stade, moi je m'étais étonné du manque d'informations sur ce projet, notamment sur le lieu exact d'implantation et le type d'accès. Jean-Charles avait posé des questions sur les jeunes qui seraient embauchés pour le construire. Le point 16, demande d'attribution de la concession des plages, j'avais précisé qu'il s'agissait bien d'une concession d'État à la ville de Vagnos et non pas pour la mise en place d'obligation de service public, et on verra que c'est pour la suite. Point 17, sur la mise en place des zones de montage, il manque 2 interventions. Celle de Roger Rouille qui rappelait l'histoire de ce projet. Donc celle de Roger Rouille qui rappelait l'histoire de ce projet et demandait la position de certains conseillers de la majorité présente qui, lors de la dernière lecture, s'étaient empressés d'annuler le projet. L'intervention aussi la mienne sur le fait que je demandais si un règlement de police serait mis en place. Le point 19 sur l'adoption des règlements de fonctionnement des services municipaux périscolaires et du service de transport scolaire. Il est bien noté que Myriam et moi s'abstenons, mais il n'y a aucune notion de la raison pour laquelle on s'est abstenu. Donc c'est un peu dommage, parce que j'avais bien expliqué que je trouvais dommage de faire les choses à moitié. Le point 20 sur l'encaissement des droits d'entrée de spectacles et d'animation, là aussi on verra que c'est important, puisqu'il manque rien que 3 interventions. Celle de Myriam, celle de Jean-Charles et la mienne, sur lesquelles on demandait plus d'informations sur cette régie qui était proposée de créer. Donc étant donné tous les manquements
que nous avons repérées, on votera contre ce procès verbal. D'autres interventions? Alors, moi je pense que le conseil municipal a été largement ouvert. Il est filmé d'ailleurs, donc les points et les réponses ont été donnés. Vous avez eu largement la parole. Après, toutes les interventions ne sont pas toutes retranscrites mot pour mot, parce que ça ferait des conseils municipaux assez longs, puisqu'on parle de quoi ces conseils municipaux. Je veux bien entendre sur l'explication quand vous êtes abstenu ou vous ne votez pas un projet, que vous le justifiez, on le fera ajouter sur ce point-là. Sur le reste, ça me paraît normal qu'on ait un compte rendu du conseil municipal qui soit relativement succinct, parce que ça démontre que le débat a eu lieu. Voilà. Compte rendu, c'est un compte rendu. Oui. L'intégralité, mais ça, vous voyez, ça rajoute une page. D'accord. Donc, je suppose que vous votez contre, qui s'abstiennent. Je vous remercie. Donc, point 2 de l'ordre du jour, c'est comité des communes Côte-Vermeille, Albert Côte-Vermeille, rapport d'activité et Libéris. Maintenant, il faut rajouter rapport d'activité exercice 2020. Donc, on devait avoir la présence de monsieur Pierre Aliagas, qui, je suppose, est retenu pour des obligations. Donc, nous avons les connaissances à Bagnon, c'est André Estelle qui vient nous présenter ceci, et M. Carrel qui va nous parler aussi de la communauté des communes. Donc, je vous passe la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, monsieur le maire a excusé Pierre Aliagas, qui effectivement est retenu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, donc il était prévu qu'il vienne, et exceptionnellement il est venu monter ce lundi à l'Assemblée nationale. Alors concernant le rapport d'activité c'est une obligation légale, c'est un rapport d'activité qui doit être présenté en conseil communautaire. Ça a été fait avant le 30 juin 2014 au sein de l'Assemblée communautaire. Et c'est un rapport d'activité qui concerne l'année 2013, donc l'année N-1. Et il est prévu que ce rapport d'activité soit également présenté dans les 15 communes membres de la communauté. Alors ce rapport d'activité, c'est un pavé qui est énorme, qui se trouve dans chaque commune, dans chaque mairie. Donc l'objet, ce n'est pas de retracer l'intégralité de ce rapport, mais si vous le souhaitez, on peut voir quelques éléments significatifs de l'année 2013 concernant le conseil communautaire, ce qui peut permettre également, s'il y a des questions, monsieur le maire, de pouvoir y répondre ou de pouvoir y apporter des précisions. Brièvement, je vais essayer de vous donner quelques éléments significatifs de l'année 2013 concernant le conseil communautaire. Donc, la communauté de communes est composée actuellement de 15 communes et il y a plusieurs pôles de compétences qui lui sont dévolus. Donc je les cite brièvement, c'est le service des eaux et de l'assainissement, le service lecture publique, le service enfance-jeunesse, on en a parlé assez longuement ces derniers temps avec la réforme des rythmes scolaires, le service des déchets, un service environnement et cadre de vie, un service aménagement de l'espace et également développement économique, puisque la compétence développement économique est une compétence obligatoire de la communauté de communes Albert Côte-Vermeille, et enfin la politique du logement et de l'habitat. Alors là aussi, très brièvement, je vais citer quelques éléments significatifs et plus précisément pointer aussi sur la commune de Boulogne-sur-Mer. Sur les services des eaux de l'assainissement. Sur le service des eaux de l'assainissement, l'année 2013 a vu le renouvellement d'un marché à mode de commande pour tout ce qui concerne les canalisations, eau potable, eau usée, de façon marché à mode de commande. C'est un marché qui dure 3 ans et qui permet à la communauté d'intervenir chaque fois qu'il s'agit d'effectuer des réparations sur le réseau d'eau potable et d'assainissement. Et je le répète, toutes les communes sont couvertes, par une régie directe. Ce sont les moyens humains et matériels de la collectivité Albert Côte-Vermeille qui entretiennent ce réseau. Et avec les 3 communes entrantes, elle qui était sous forme de DSP est passée au 1er janvier 2014 en régie directe. Il ne reste plus de mémoire que la commune de Bages qui a encore une procédure de DSP qui est engagée jusqu'en 2017. La commune d'Ortafa ayant opté également pour la régie directe. Donc voilà, sur ce service des eaux de l'assainissement,
un élément significatif, c'est le renouvellement de ce marché à vente de commande, et c'est les entreprises Sol, SAD et Fabre qui interviennent sur nos réseaux. Sur le service lecture publique, toutes les communes n'adhèrent pas à cette compétence, et notamment la commune de Bagnols-sur-Mer a souhaité garder cette compétence, donc elle n'est pas exercée sur le plan de l'intercommunalité, elle est exercée, c'est une compétence qui est exercée directement par la commune. Sur les 15 communes, il y a environ une dizaine de communes qui ont par contre souhaité transférer cette compétence à l'Interco, et dans ce cadre-là, il y a aussi des projets d'investissement qui sont réalisés actuellement sur le service lecture publique. 2 projets sont en cours de conception. Il s'agit de la médiathèque de Port-Vendre, qui se situe près de la place de l'Obélisque, sur le coin qui est nommé la caserne du fer à cheval. C'est dans le prolongement de la place de l'Obélisque. Là, il y a un projet de médiathèque dont le maître d'ouvrage sera l'intercommunalité, la communauté de communes, et également la commune de Collioure, qui a aussi transféré ses compétences, et pour lequel la communauté de communes est en train de concevoir le projet de réalisation d'une médiathèque qui se situera au centre même, à la placette, là où se tient le marché de détail. À cet endroit-là, donc, il y a aussi un projet de médiathèque, avec des financements importants, notamment de la part de la DRAC, de la Direction régionale des actions culturelles. Sur le service enfance jeunesse, en 2013, on parlait déjà des rythmes scolaires, puisque le décret AMON était paru. Nous en avons parlé en 2013, parce qu'en 2013, on avait la possibilité de demander le report de la mise en application de cette réforme des rythmes scolaires. C'est ce qui a été fait, principalement au motif qu'en 2013, il était déjà prévu qu'au 1er janvier 2014, 3 communes adhéreraient à la communauté de communes de Côte-Vermeille, et il a semblé plus pertinent pour l'Assemblée communautaire, qui à l'époque était à 12 communes, d'attendre l'entrée des 3 communes nouvelles, Page, PM et Hortafa, de façon à bâtir un projet éducatif du territoire à l'échelle des 15 communes. Donc c'est pour ça qu'en 2013, il a été opté pour un report à la rentrée 2014, et s'il y a des questions à poser, bien entendu, nous pouvons y répondre, quoi qu'il en soit. Cette réforme a été lancée, elle a été appliquée, et le président Ayagas et l'ensemble des maires des communes membres ont souhaité que soit réalisée une évaluation au bout d'un trimestre d'application, et une réunion est prévue cette semaine même, justement pour faire une première évaluation de la mise en place qui a été faite à l'échelle de la communauté. Toujours sur le pôle enfance-jeunesse, il y a un certain nombre de procès-verbaux qui ont été approuvés. Ce sont des procès-verbaux de transfert d'équipements qui ont été mis à disposition de la communauté de communes de Côte-Vermeille, et notamment l'accueil de loisirs de Bagnols, puisque cet accueil de loisirs de Bagnols est strictement dédié à une compétence intercommunale, et d'ailleurs des travaux ont été réalisés venant conforter cet équipement qui permet d'accueillir des activités périscolaires, mais également des co-informations jeunesse qui s'adressent aux adolescents. Ensuite, sur le service déchets, M. Carrère, le directeur des services techniques, pourra lui aussi apporter des précisions. Comme fait significatif, en 2013, s'est ouvert une déchetterie professionnelle sur le site de Gospron. Tout le monde connaît à Bagnols les problèmes concernant les nuisances qui sont faites au paysage de la part de personnes un peu indélicates qui déversent des gravats ou déversent des déchets un petit peu partout, et notamment des professionnels. Donc il fallait absolument trouver une solution sur le secteur de la Côte-Vermeille, puisque sur le secteur d'Argelès et des Albers, une déchetterie professionnelle est déjà en place sur la déchetterie d'Argelès. Donc il est vrai que pour les entrepreneurs de Bagnols-sur-Mer et de la Côte-Vermeille, il était délicat, il était difficile pour eux de devoir se rendre systématiquement sur le site de la déchetterie professionnelle d'Argelès-sur-Mer. C'est pour ça qu'il a été mis en place sur la déchetterie même de Gospron un service pour les professionnels. Ensuite, sur ce même service des déchets, également l'approbation d'un marché à bonne commande. Là, il s'agit de l'enlèvement des conteneurs qui se trouvent dans toutes nos déchetteries. Nous avons en tout
5 déchetteries, Cosperon, Argelès-sur-Mer, La Rappe des Albères, Servères. Vient s'ajouter maintenant la déchetterie d'Elne qui a intégré la communauté. Donc pour cela, ce ne sont pas nos propres camions qui enlèvent les conteneurs et qui acheminent le bois vers son exutoire ou tel déchet. Nous passons au marché. Un marché là aussi d'une durée de 3 ans. Et ce sont des entreprises spécialisées qui viennent récupérer les conteneurs, qui les vident, de façon à trouver donc, une élimination à ces déchets. Donc là, il s'agit des entreprises CITA pour les emballages ménagers recyclables. Il s'agit de l'entreprise Cubert pour le bois, l'entreprise TDA également qui se charge de récupérer les gravats qui sont portés dans nos déchetteries pour les acheminer vers les secteurs appropriés. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'environnement et le cadre de vie, là aussi la compétence de l'Interco joue. Là, pas spécialement pour la communauté, pour la commune de Baïous. Là, je voulais parler de l'entretien du parcours de la véloroute voie verte à l'échelle du territoire. En fait, une voie verte, c'est constitué en partant d'Argelès, en remontant vers le Boulou. C'est une voie verte qui permet aux piétons et aux cyclistes de pouvoir emprunter, de pouvoir sillonner le territoire sur un parcours sécurisé, en dehors de tout engin motorisé. Donc là, c'est la communauté de communes qui prend le relais des communes pour entretenir cette voie verte, qui permet aussi de donner de l'attractivité à nos paysages. En ce qui concerne l'aménagement de l'espace et le développement économique, il a été prévu aussi en 2013, il a été évoqué l'animation de la charte paysagère et environnementale de la côte Vermeille. Cette charte paysagère et environnementale, elle rejoint à la fois l'intérêt économique, puisqu'il s'agit de notre viticulture et de l'entretien de nos vignes. En même temps, une animation, parce que les produits viticoles doivent être exposés, doivent être encouragés, doivent être mis en avant. Et donc c'est l'objet surtout de cette charte, d'apporter une aide à la viticulture, non seulement pour l'entretien de nos paysages, on ne le dit pas suffisamment, parce que c'est vrai que derrière, il n'y a pas que des vignerons, il y a aussi tout un intérêt touristique de nos régions, et cette charte paysagère, justement, elle sert à mettre en avant tous ces atouts de notre viticulture, de façon à démontrer tout l'intérêt des touristes de venir fréquenter nos paysages et de consommer nos produits. Pour cette charte paysagère, elle est financée à 80% par des crédits européens, des crédits des départements et des crédits de l'État. Donc en gros, il y a 80% de financement externe et les 20% d'autofinancement pour faire vivre cette charte, puisque un agent travaille à temps plein sur cette charte. Les 20% sont répartis sur les 4 communes de la côte Vermeille au prorata de la surface viticole plantée. Voilà sur cette charte paysagère. Ensuite, en matière de développement économique, il a été inscrit aussi comme élément significatif une aide supplémentaire qui a été faite au laboratoire Arago concernant le centre de recherche en biodiversité et biotechnologie marine de Bagneux-sur-Mer. Une première aide avait été effectuée par la communauté de communes, une aide de montant de 120 000 €. Ça, c'est une aide complémentaire qui a été votée par l'Assemblée délibérante, une enveloppe supplémentaire de 45 000 € qui a été versée au profit de la réalisation de ce projet de biodiversarium, de 45 000 € qui s'échelonnent sur 3 ans, 15 000 € en 2013, 15 000 € en 2014 et un versement de 15 000 € prévu sur le budget 2015 de la communauté. Donc là aussi, une aide à une collectivité importante en termes économiques, à savoir le laboratoire Arago. Enfin, une approbation d'une motion pour le maintien du centre marin des Bagneux-sur-Mer. On n'en parle pas que maintenant, ça fait longtemps qu'on parle de la situation, bien entendu, du pôle de santé sur la côte Vermeille et
précisément de Bagnols-sur-Mer. Donc en 2013, une motion avait été aussi proposée à l'Assemblée, qui avait été approuvée à l'unanimité concernant le maintien du site du centre Élie-Marais. Enfin, au titre économique également, la réalisation en 2013 d'une étude de faisabilité sur la commune d'Argelès, d'une vaste zone d'activité économique qui est en projet. Et donc actuellement nous sommes en train de passer aussi à une étape supérieure, puisque sur cette zone d'activité économique qui est projetée, vous n'en êtes qu'aux prémices, une DUP devrait être lancée de façon à procéder aux premières acquisitions foncières. Donc c'est une zone d'activité économique qui est destinée à accueillir des entreprises importantes sur le territoire, et pas seulement bien entendu sur Argelès, mais qui devront rayonner à l'échelle du périmètre à l'aire de Vernon. Voilà sur l'effet significatif de 2013 en termes de politique du logement et de l'habitat. Un programme local de l'habitat avait aussi été initié en 2013. Ce programme local de l'habitat, il a été réfléchi à l'échelle des 12 communes dans un premier temps. Et depuis le 1er janvier 2014, dans la mesure où 3 communes nous ont rejoint, ce programme local de l'habitat a été de nouveau réexaminé de façon à ce qu'il recueille l'avis favorable de l'ensemble des maires et des communes de la communauté. Donc, ce programme local de l'habitat, il est en cours de finalisation et il devrait être validé dans les prochains mois. Voilà, monsieur le maire. Je peux faire juste pour compléter, donc bien sûr, nous réalisons l'entretien des sentiers de randonnée, donc en collaboration donc, avec la DDTM, donc nous récupérons donc par convention l'entretien de ces sentiers, et donc nous essayons d'améliorer la signalisation et l'entretien de ces sentiers. Pour ce qui est des déchets, donc il faut noter que sur l'année 2013, on a constaté une baisse des ordures ménagères à peu près de 100 tonnes et une augmentation légère du tri au niveau de 30 tonnes. Donc, ce qui veut dire, c'est que le secteur dans son ensemble de la Côte-Vermeille trie mieux, mais aussi perd de la population globalement. Voilà. Et je suis prêt à répondre aux questions que... Voilà. Il y a des personnes qui souhaitent intervenir. Vous avez des questions? Je voulais demander pourquoi, monsieur le maire qui pose les comptes, pourquoi la bibliothèque resterait communale et n'intégrerait pas la communauté des communes? Si c'est bien, si j'ai bien compris, parce que je n'étais pas là la dernière fois. Alors, là, nous parlons de l'année 2013. Voilà. Oui. Donc, mais la bibliothèque actuellement est gérée par une association qui fonctionne relativement bien. Il y a beaucoup de projets qui voient le jour actuellement autour de la communauté des communes. Et pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore prêt pour passer dans un système de médiathèque. Mais ce n'est pas exclu. D'autres personnes souhaitent intervenir? Non? Alors, ces explications n'appellent pas de vote, bien entendu. Si vous souhaitez quitter, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez rester, avec plaisir. Oui. Pour cette année. Pour cette année. Oui, donc je voulais apporter une précision pour ce qui concerne la collecte des ordures ménagères. Donc les jeudis 25 et 30 décembre. Donc on va anticiper la collecte qui est généralement du secteur du tri, du jaune, comme on appelle. On va l'anticiper au mardi. C'est-à-dire que le mardi 23, il y aura à la fois la collecte des ordures ménagères et la collecte du tri. Il n'y aura pas de collecte le jeudi 25. Et pareil, on va anticiper en amont
pour la collecte des jaunes la semaine suivante. Voilà. Je vais intervenir. On sera 5 jours sans ramassage. Donc, c'est-à-dire si on anticipe, ça veut dire que Donc, la collecte de le 25, donc les poubelles vont rester pleines jeudi, vendredi, samedi, dimanche. elles ne vont pas rester pleines puisqu'on anticipe. Normalement, c'est jeudi, la. on est rempli. Oui, on est rempli, mais. Non, c'est une question, donc elles vont rester, c'est qu'on puisse répondre à la population. Donc elles vont jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, vous passez ou vous passez le mardi? On passe il n'y a qu'un jour qui est le jour du jaune sur les secteurs où on collecte le jaune, donc on anticipera la collecte pour mardi. C'est-à-dire que le mardi 23, il y en a certains que c'est le jeudi. Donc il y a certains secteurs où c'est le jeudi. Je parle pas du jaune. Je parle des poubelles où c'est comme Pour les poubelles, il n'y a aucun problème. Il y a rien. D'accord. Pour les OM. C'est le jaune, c'est vous avez compris que les enfants Dans les ordures ménagères, sont plus sur les 2 jours, c'est bien ça. C'est le mardi et le vendredi. Ça Ah, d'accord. Ça dépend des hommes. Je m'étais mal exprimée, excusez-moi. Écoutez, moi je vous remercie. Bonsoir, merci. Ah oui, dans le point 5 de l'ordre du jour, c'est délégation d'attribution du conseil municipal au maire pour fixer les tarifs de la régie des spectacles. Donc l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines attributions. Par délibération du 15 avril 2014 et du 24 juin 2014, la délégation prévue à l'alinéa 2 de l'article précité a été accordée au maire, mais dans des termes qu'il convient de compléter. En effet, afin de permettre plus de souplesse dans la fixation de la tarification de la régie des spectacles et animations, il serait souhaitable que le conseil municipal délègue cette compétence au maire. Dans ces conditions, le maire demande au conseil de modifier utilement la délégation qui lui a été précédemment consentie, en ajoutant que celle-ci autorise le maire à fixer les tarifs de la régie des spectacles et animations. Valentine. Je ne sais pas si je peux vraiment vous apporter des détails, mais je pense qu'il serait judicieux de faire passer cela. Parce que, par exemple, si une fois qu'on aura la régie de spectacle prête au 1er janvier, normalement, si on souhaite faire un spectacle au premier trimestre, on n'aura peut-être pas un conseil d'ici là, d'ici le spectacle peut-être qu'on voudra faire. C'est une supposition pour l'instant. Et ça serait dommage de louper des animations parce que cette pension n'est pas passée. L'idée, c'est de faire des spectacles bien sûr payants, qui ne sont pas, dont le montant n'est pas déjà défini dans les délibérations que nous avons prises. Donc, il s'agit de pouvoir adapter au moment. Il ne s'agit pas pour moi de vouloir d'une manière fantaisiste décider telle chose ou telle chose, mais qu'à un moment, si on a des spectacles qui sont organisés par la commune, on puisse faire payer les entrées et adapter le prix de l'entrée en fonction du spectacle. Si un jour on veut faire, je ne sais pas, un thé dansant, qu'on puisse avoir un prix d'entrée pour le thé dansant. Si demain on veut faire un repas avec, qu'on puisse avoir un prix différent pour le repas, et si on veut faire un autre spectacle avec d'autres animations, d'autres spectacles, et bien qu'on puisse adapter le prix en fonction du spectacle et pas être à chaque fois obligé de revenir devant le conseil municipal pour fixer un prix de spectacle. Ça nous est demandé par le percepteur.
Alors, dans cette histoire, il y a quelque chose qui nous gêne. C'est que lors du dernier conseil municipal, il avait déjà été question de la régie des spectacles. Il nous avait été promis 3 fois, vu sur YouTube, une commission pour expliquer ce que c'était que cette régie. Depuis, on n'a aucune information. Ah, vous pouvez regarder, c'est Clémentine qui avait promis 3 fois la réunion de la commission pour expliquer le mode d'emploi, le fonctionnement, à quoi ça servirait par rapport à l'Office municipal de la culture, etc. etc. On n'a aucune information. Donc de nouveau, on nous demande de voter quelque chose sur quelque chose dont on n'a aucune information. Donc je suis contre ce principe. On nous demande de voter des petits bouts par petits bouts, comme ça, à la fin, il y en a un peu marre d'être pris pour des idiots. Donc voilà, ça sera contre. Alors, je pense qu'on ne prend personne pour des idiots. Si justement vous regardez YouTube, j'ai bien expliqué la dernière fois ce qu'était la régie spectacle. Il y avait promesse d'une réunion de commission Oui, pour mieux mais la régie n'est pas encore montée. Et donc il y a... le 1er janvier. Oui, la régie, mais il n'y a aucun spectacle qui est encore planifié. On attend que la régie soit mise en place. Et à ce moment-là, quand tout sera en place, il y aura une réunion, comme promis, une commission, et où on montera les spectacles, bien sûr. Et donc, à part monter un spectacle, créer de l'animation payante, il n'y a rien de très sorcier dans cette régie. Quelle est l'imbrication de l'Office municipal de la culture là-dedans? On ne sait pas. Aucune. C'est municipal. L'Office municipal de la culture, c'est municipal aussi. Mais la mairie ne peut pas encaisser... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des questions qui se posent, voilà quoi. On ne peut pas encaisser de l'argent. C'est pour ça qu'on avait voté le principe de la création de la régie, on avait voté pour. C'est juste ça. Et c'est la même chose. C'est ce qu'on est en train de voter maintenant. On est en train de voter simplement le fait qu'on puisse moduler les tarifs en fonction des spectacles qui sont présentés. Après, il y aura une réunion ou deux des ensembles de l'Office municipal de la culture élargie avec les membres du conseil municipal et de l'opposition pour faire le programme et décider quel spectacle on fait, etc. etc. Mais franchement, réunir les gens pour leur dire ce que je viens de vous dire, c'est perdre son temps. Je viens de vous expliquer, il n'y a rien de secret. On est en train simplement de modifier la délibération pour qu'on puisse fixer en fonction des spectacles le tarif du spectacle. Oui. Vous voulez qu'on se réunisse pour ça? On y réunit. Et il y a tout le conseil municipal. Je ne vois pas aussi qu'il y a le mal, je ne vois pas aussi qu'il y a la tourboupette, et je ne vois pas aussi qu'on prend les gens pour des idiots. Ça me paraît très clair. Quand on fait des promesses, généralement on les tient. Avant la tenue de la régie. La régie sera créée au 1er janvier. D'accord. Vous voulez voter contre, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'objet de je viens de vous expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est contre? Vous êtes contre? Oui. 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Oui. Oui, avant d'aller plus loin, et peut-être aurions-nous dû le faire avant que ne commence la réunion, mais je sais qu'il pensait. Il y a quelques jours, Bagnols a subi les outrages de la nature, et il était intéressant que nous tous ici présents, de façon formelle et solennelle, nous remercions les pompiers, les services municipaux. On va parler à la fin du conseil municipal, monsieur. Je vous ai dit qu'on en parlerait à la fin. On va continuer le déroulé du conseil municipal et vous aurez la parole pour remercier qui vous souhaitez. Il n'y a aucun problème. Je vous ai dit en préambule qu'on allait mettre ce point en dernier point du conseil municipal. On y passera le temps que vous voulez. Non, je n'ai pas le temps à passer. Je dis que publiquement, nous remercions tous les pompiers, les services municipaux pour leur dévouement, leur disponibilité, leur compétence. J'espère que ça ne gêne pas qu'on ait dit ça. Au nom de tout le monde. Bien entendu. Donc, le point 6 ordre du jour, c'est la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, cette commission est chargée de dresser un état des lieux de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, et d'organiser le recensement de l'offre de logement accessible aux personnes handicapées. Il s'avère qu'une loi est sortie en 2009, et donc il convient de l'intégrer. C'est pour cela qu'il est proposé d'annuler, de remplacer la délibération qui avait été prise le 5 octobre 2007 à ce sujet. Il est donc demandé au Conseil de délibérer sur la création et la composition
de la Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, commission composée de représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées qui sont désignées par Monsieur le maire, qui préside également la commission. Voilà, alors je regrette pour lui parce que c'est quelque chose qui tenait à cœur que Jean-Michel Gascon ne soit pas parmi nous. Il devrait présenter ce projet qui a été fait à son initiative, qui est de la loi, mais qui est fait à son initiative, et qui lui tienne beaucoup à cœur. Donc, on a rencontré Ségolène Neuville et dans d'autres, qui est la secrétaire d'État aux personnes handicapées auprès du ministre de la Santé, à Perpignan, pour parler du centre du Marin, et j'en dirai un mot en fin de conseil municipal, qui nous a promis de venir le jour où on mettra cette commission en place pour la parrainer, donc essayer de trouver une date qui lui convienne. Ce serait un honneur pour la ville de Monsieur le maire de recevoir une ministre en plus d'une catalogue. Voilà. Donc, l'idée c'est de faire 2 collèges. Il y aura un collège de 9 membres, dont 8 du groupe majoritaire et un membre du groupe de l'opposition. Les noms proposés pour le groupe majoritaire sont Jean-Michel Solé, Jean-Michel Gascon, Céline Pastor, Anne-Claire Pêche, Guy Vinot, Sandrine Coussane, Eddy Vergel, Evelyne Canovas. Pour le groupe d'opposition, M. Aubé, vous en avez parlé avec Jean-Michel Gascon, je pense. Après, je ne sais pas si... Il m'a marqué pressenti, alors Non, c'est bon. Ça vous convient? Tout à fait. Donc ça serait le premier groupe. Et le second collège comprendra des associations désignées par un arrêté municipal que je soumettrai, ainsi que la Fédération des aveugles de France, le comité départemental du sport, les handicapés mentaux, ADAPEI, les malentendants, APIDA, les paralysés de France, APF, se joindront aussi à cette commission. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, ça vous convient? Je suppose qu'il y a une unanimité. Je vous remercie. Le 7e point de l'ordre du jour, c'est la délégation de services publics pour les plages du Fontolet, des Grandes Zèmes, des Petites Zèmes à Bagnous, lancement d'une consultation, approbation des projets, des cahiers des charges et de sous-traitance d'exploitation. Par délibération du 10 septembre dernier, le conseil municipal a approuvé le lancement d'une nouvelle demande de concession relative aux plages que vient d'indiquer Monsieur le maire. Le concessionnaire peut être autorisé à confier à des personnes publiques ou privées sur l'ensemble de la concession l'exercice d'activités saisonnières ainsi que la perception des recettes correspondantes par une procédure de délégation de service public. Donc cette délégation concerne des activités saisonnières et dans la note de synthèse, vous avez l'identification des silos concernés. Donc afin de permettre à l'Assemblée de délibérer de se prononcer sur cette procédure, en annexe, vous avez un rapport de présentation, le projet de cahier des charges et un règlement de consultation. Et donc ces documents sont soumis pour approbation. Oui, comme on l'avait annoncé au conseil municipal donc, le 10 décembre 2014, nous avions lancé la nouvelle concession de plage, donc elle est en cours d'instruction, mais comme ça passe par une enquête publique et que les délais sont relativement longs, on lancera la délégation de service public en parallèle avec l'instruction de la concession de plage. Bon, de toute façon, il n'y a pas de gros soucis majeurs sur cette concession en termes d'environnement et de respect des règles de construction, puisque ce sont comme des lots qui sont relativement simples. Les activités sont réduites à de la location de transat et d'engins de plage, non tractés, non motorisés. Et donc on a des activités ludiques également. Est-ce qu'il y a des questions? Donc lors du dernier conseil municipal, on avait voté la concession des plages de l'État à la commune. Maintenant, on nous demande de voter la concession de la commune à des concessionnaires privés, délégations de services publics. On a été assez étonnés quand on a lu le document préparatoire du conseil municipal de voir le 6e lot sur les grandes ailes. Puisque historiquement, il n'y a jamais eu de délégation de service public sur la plage des Lieux Marins.
Et on se posait des questions de savoir pourquoi il fallait en créer une. Et deuxièmement, quid de l'espace qui était réservé jusqu'à présent pour les handicapés, qui deviendra peut-être pour les personnes âgées si, par la presse, on a appris qu'effectivement, les marins pourraient avoir le regroupement des 2 maisons de retraite. Qu'est-ce qui va se passer pour cette zone réservée-là? Et est-ce qu'on va avoir 2 zones réservées? Est-ce que, voilà, comment ça va se passer? Donc voilà, oui, vous avez bien vu le document, c'est bien. Donc, ce lot 6, en définitive, il sera réservé dans l'immédiat. Hein, en attendant, on ne sait pas ce que deviendra le centre Lieu-Marin. D'ailleurs, je leur ai écrit pour leur demander s'ils maintenaient cette aire de gymnastique rééducative, hein, qui leur est attribuée aujourd'hui par l'État, mais qui, à terme, au terme de la concession, deviendra une autorisation communale. Donc, ce lot leur sera réservé sous forme d'une convention. Il ne sera pas mis dans la DSP, dans un premier temps. Parce que quand on voit location d'engins de plage non motorisés, non tractés, location de matériel de plage... Mais ça, c'est pour... C'est-à-dire que ça peut être comme ce qui se passe sur la plage centrale ou la plage des Petites Ailes. On ne le mettra pas, donc, dans un premier temps, dans la DSP. Il sera réservé au centre Lieu-Marin, mais sous forme d'une convention. On a le même cas sur la plage de Perfit, avec le local d'accueil du sentier sous-marin, donc, qui est réservé au Conseil général pour ce local d'accueil. Mais ça n'empêche pas qu'on a une définition du lot. Si dans 2 ans, le centre Lieu-Marin venait à dénoncer leur occupation, on pourrait, sans repasser par une consultation DSP, on pourrait repasser par une location à un sous-traitant, relouer un sous-traitant pour cette définition d'occupation, d'activité. Parce que les activités doivent être précisées donc dans la DSP et sur le cahier des charges de la concession de plage, qui est valable pour 12 ans. Voilà. Le cahier des charges, lui, c'est lui qui est passé, bien sûr, avec la commune, hein, le cahier des charges de l'occupation des plages, doit reprendre toutes les délégations et les activités liées aux sous-traitants. Donc, on est obligé d'indiquer dedans. Et jusqu'à présent, l'espace réservé, je suis désolée, je suis un peu long parce qu'il faut que je... L'espace réservé qui était à Lieu-Marin faisait déjà partie d'une délégation de service public? Non, non, c'est l'État qui louait directement, c'était une occupation temporaire. Donc là, c'est un acte unilatéral qui était donné au centre Lieu-Marin. Et donc s'il n'y a plus les vieux marins qui le préemptent, j'allais dire, oui. Il n'y aura plus d'espace réservé, ça sera un truc commercial. Ça deviendra un lot ça ne sous-traité. Pas. Mais comme c'est une concession de l'État, on se réserve le droit d'écrire qu'on peut ou pas faire autre chose. Mais ça n'est pas dans l'air du temps, puisque le centre Lieu-Marin va continuer, j'en parlerai après, et que l'espace leur continuera de leur être loué. Mais c'était parce que les concessions sont très longues, c'est 12 ans, ça permet de ne pas fermer la porte au fait que la commune puisse louer une concession après. Donc tant qu'il y a le centre Lieu-Marin, c'est réservé. S'il n'y a plus le centre Lieu-Marin et s'il y a autre chose qui se fait, ça peut devenir commercial. Il y aura le centre Lieu-Marin, on en reparlera après, mais il y aura le centre Lieu-Marin. Est-ce qu'on... Oui, il faudrait peut-être le mentionner. De quoi? Tant que le centre Lieu-Marin est en place, ça reste en l'état. Le tableau ici, effectivement, mais on a fait une rectification, mais qui n'a pas pu être validée dans le cadre de ce conseil, mais on avait ajouté en priorité au-dessus dans le lot 6 que c'était réservé au CHM pour son aire de rééducative. Voilà, on le mettra dedans. Ça sera précisé. Voilà, c'est ça qui nous semble nous important. Notre intérêt, nous, c'est de continuer à le donner au centre Lieu-Marin. Une question, la durée de la concession est de 12 ans. Quelle est la durée de validité de la délégation? Quelle sera? Des sous-traités, ils sont de 6 ans. On couperait la durée de la concession donc 2 fois 6 ans. 6 ans? Oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur cette partie-là. Tout à fait, mais... D'accord. Alors,
le point... Ah, pour voter, pardon. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Dans la mesure où il y a la oui, mais ça sera précisé, parce qu'il n'y a pas question d'enlever 2% de demande. Voilà. Donc, personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, donc je vous remercie. Alors, alignation des parcelles communales route du Cerise. Donc la commune est propriétaire de 2 terrains, cadastrés AB 575 d'une contenance de 462 m² et 766 d'une contenance de 359 m². Ces terrains sont situés dans le cadre du POS en zone UD et dans le cadre du PPR en zone blanche PGR. Il est desservi par une route communale. L'espace est actuellement arboré et l'autorisation de construire prendra en compte ce contexte. Eu égard à l'importante demande d'accession à la propriété, il paraît opportun de permettre cette acquisition, cette vente. Oui, tout à fait, cette vente. Oui. La direction départementale des finances publiques donc, a estimé le 6 juin 2014 la valeur vénale à 330 € le mètre carré, ce qui fait un montant de 152 460 € pour la parcelle AB, soit numéro 575, et 118 460 €, 70 € pour la parcelle AB 766. Donc il est demandé au Conseil de se prononcer sur cette cession, d'autoriser le maire en trouvant toutes les formalités nécessaires. Alors c'était un point qui était à l'ordre du jour de notre conseil municipal, qui avait été abandonné pour un complément d'information, dont tout le monde s'est rendu sur place, tout le monde a bien vu. Donc je représente ce point et j'écoute ceux qui veulent faire des commentaires. Moi, est-ce que ce sont les mêmes? Dans le cas où la commune, après la délibération, souhaite le vendre, il y a une mention eu égard à l'importante demande d'accession à la propriété. Quels sont les critères que vous allez choisir pour attribuer ces terrains? Vaste question. On va choisir des critères, d'abord peut-être les premiers arrivés, et puis on va essayer de choisir des critères en fonction des projets qui nous seront présentés. Bon, il ne faut pas que vous soyez un jour ou l'autre taxé de favoritisme. Donc il faudra vraiment que les critères de choix soient très clairement définis. Alors, on peut avoir le même système avec la salette 3. Hein, mais non, mais voilà, je vous mets en garde, je vous dis ça parce que vous savez, je sais comment ça se passe. Hein. J'entends bien. On peut taxer tout le temps de tout et tout critiquer, et bon, après, ça fait partie du job. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sera confronté aux mêmes critères d'attribution qu'on l'a été pour JO1, JO2, mes prédécesseurs qui ont désigné des acheteurs, ou salette 1, salette 2 et salette 3. Voilà. Et ça fait partie des choses. On va essayer de trouver un projet qui s'adapte le mieux possible au terrain et qui ne mette pas la pagaille dans ce coin. Tout en sachant. Voilà. Oui, bon, juste une remarque, c'est pas parce que la DGF va baisser qu'il faut à tout prix essayer de faire entrer de l'argent dans les caisses de la commune. Bon, là, je ne vais pas revenir sur les remarques que j'avais faites précédemment lors du conseil municipal. Tu avais dit, je ne sais pas si je te tutoie aussi, tu avais dit que dans cette zone, tu appliquerais certaines contraintes. Je sais pas comment tu vas faire à partir du moment où c'est une zone UD, que le cos est à 0,60, que la hauteur maximale est à 8,50 m, que les prospects sont à 4 mètres. Je ne sais pas ce que tu vas rajouter de plus là-dedans pour faire en sorte, disons, que tu aies, disons, une parcelle ou une construction à ta convenance. Donc d'abord, c'est pas ma convenance. Notre convenance. Notre convenance, parce que bon. Mais ensuite, tu sièges avec moi à la commission d'urbanisme, avec M. Couvet. Vous avez vu comment on travaille, c'est dans la clarté. Les permis sont regardés. On s'est fait aider de l'architecte des bâtiments de France et on a cette notion à un moment qui nous permet de ne pas accepter un projet, chose qu'on a déjà fait sur
sur quelques dossiers. Voilà. Donc, on va mettre ça en avant en fonction des compatibilités et de la comment on appelle ça, de l'adaptation du bâtiment au terrain et à l'environnement, de manière à pouvoir faire quelque chose de raisonnable. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, c'est que les uns et les autres sont allés voir ce terrain, on en a reparlé. Honnêtement, je ne suis pas insensible à vos arguments et je peux les entendre et je peux les comprendre. Quand je regarde, vous l'avez d'ailleurs sur votre... Je ne veux pas le plaider, mais je veux simplement faire un petit commentaire. Quand je regarde par rapport au petit plan que vous avez sur le dossier, on aurait pu le projeter, mais bon, peu importe. Il n'y avait que ça à projeter, donc je n'ai pas voulu tout installer, mais on regarde qu'on est dans une épingle, bon voilà, on voit qu'au-dessus il y a des espaces verts, on voit qu'un peu à côté des espaces verts, quand on regarde un peu, on voit que ces espaces sont des parcelles. Voilà. Donc, ces parcelles seront un jour construites. Pourquoi on va s'interdire de construire sur celle-ci et pas sur les autres? C'est vraiment un projet, ce serait une vision d'ensemble qu'on devrait avoir. Et puis bon, vous allez me dire, bon, c'est l'occasion qui fait le larron, mais quand même pas, parce que ce serait mal approprié. Mais vous savez que les DGF, les dotations baissent de l'État, et qu'on vient de traverser, Roger vient d'en parler, un épisode compliqué, donc on va quand même avoir plus besoin d'argent que le Conseil, si je peux me permettre. Et donc il dit c'est 300 000 € qui peuvent rentrer avec les communes, qui peuvent faire du bien au budget communal, qui peuvent nous permettre de faire des choses. Voilà. Donc, eu égard à tout ceci, moi je pense qu'on doit vendre ces terrains. Merci. Cet espace boisé appartient à la commune, donc à tous les Bagnolais. La proposition qui est faite ce soir, c'est de le vendre à des privés. Sont plantés sur ces parcelles une trentaine ou une quarantaine d'arbres. Et si on laisse entendre que les constructions laisseront en place beaucoup d'arbres, c'est un leurre. Parce que, considérant les contraintes du plan d'occupation des sols, considérant les prospects, la configuration du relief, les issues obligatoires et incontournables des garages, les places de parking qui disent pas les troncs, nous ne pensons pas que ce soit une bonne affaire. En outre, lorsque vous annoncez sur les objectifs du plus en numéro 1, assurer la protection des espaces naturels boisés, où est la cohérence? Très bien. D'abord, il n'y a pas 40 arbres, hein. Je ne pense pas qu'il y a 40 arbres. Peut-être 30, il y a à peine. Quand vous dites que ça appartient à tout le monde, ça appartient à tout le monde, comme les terrains du CCS appartenaient à tout le monde, qu'on a vendu pour faire des routes savants. Ça appartient au CCS, ça appartient à toute la population de Valence. On peut jouer sur les mots si vous voulez, mais c'est comme ça. D'autres terrains où on a fait le lotissement de la Soulane, et moi je trouve que c'est une bonne chose, ça appartenait au CCS, ça appartenait aussi à tout le monde, et donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas vendre un terrain de la commune. Après je pense que ces terrains ne sont pas exploités, comme vous le dites, il n'y a pas un intérêt majeur de protection là-dessus. Donc écoutez, je le passe au voix. Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Voilà, je vous remercie. C'est la réactualisation de l'application du régime forestier en forêt communale de Bagnols-sur-Mer. Lors de la révision de l'aménagement forestier de la forêt communale de Banyuls, l'Office national des forêts a constaté qu'il n'y avait pas d'arrêté préfectoral en vigueur définissant les parcelles boisées du domaine privé de la commune bénéficiant de l'application du régime forestier et composant la forêt communale. Il a donc nécessité de régulariser cette situation. La liste des parcelles concernées a été définie avec les services de l'ONF, vous l'avez en annexe. Elle est composée de la liste des parcelles formant l'actuelle forêt communale, à laquelle il est proposé de rajouter la parcelle BC 126, lieu-dit Puig del Tergos, attenante, afin que le périmètre de la forêt s'appuie sur des limites naturelles nettes. Le Conseil devra donc se prononcer sur l'application du régime forestier sur ces parcelles et autoriser le maire à demander la prise d'un arrêté préfectoral d'application du régime forestier et à signer les documents correspondants. Voilà,
Voilà, c'est une demande qui nous est faite par l'ONF, qu'on a rencontrée. Et quand on regarde un petit peu tout ça, ce sont des parcelles qu'on pourrait considérer presque comme oubliées dans l'emprise de la forêt de la Roulière. Voilà. Pas d'autres commentaires à faire. Vous voulez intervenir? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 10, c'est la révision générale du plan local d'urbanisme, la fixation des objectifs s'inscrivant dans les modalités de concertation. Donc, lors de la séance du 24 juin dernier, le Conseil a décidé de lancer la procédure de révision du POS valant PLU afin de se doter donc d'un plan local d'urbanisme et de fixer les modalités de concertation. L'objectif principal d'un PLU réside dans l'émergence d'un projet de territoire partagé et concerté, conciliant les politiques nationales et territoriales d'aménagement avec les spécificités d'un territoire. Le PLU doit donc, sur son périmètre, déterminer les conditions d'un aménagement respectueux des principes du développement durable, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière d'habitat et d'équipement public, et d'activités économiques, de sport et de culture, entre autres. La loi Grenelle 2 a particulièrement renforcé les obligations du PLU en matière de diminution des obligations de déplacement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de gestion économe de l'espace. Le PLU doit être compatible avec le SCOT. Le plan local de la commune de Banyuls dessinera la vision du territoire et donnera des outils de sa mise en application et résultera d'une démarche de mobilisation des acteurs. Il préparera l'avenir de ses habitants dans le prolongement de son histoire très riche et doit aider à relever de nombreux enjeux. Il appartient donc au Conseil de délibérer sur les objectifs poursuivis qui ont été définis et arrêtés lors de différentes réunions d'urbanisme. Ces objectifs sont les suivants: favoriser un développement harmonieux du territoire en matière d'environnement, d'activité économique et de mixité sociale, assurer le développement durable du territoire grâce à un tissu économique dynamique et responsable, identifier les secteurs stratégiques pour promouvoir l'activité économique, prendre en compte la vocation agricole, touristique, de recherche et de santé de la commune, en préservant et en développant les activités économiques existantes et potentielles, faciliter l'implantation de services et d'activités de proximité sur le territoire, soutenir le développement de l'habitat principal pour maintenir la population et le dynamisme de la commune, encourager une architecture et un urbanisme de qualité en travaillant sur les caractéristiques des terrains, les volumétries des constructions et en veillant à la qualité architecturale et environnementale des extensions urbaines et des réhabilitations. Restaurer le patrimoine bâti de la commune, maîtriser l'urbanisme et assurer l'équilibre entre renouvellement et développement urbain, protéger et mettre en valeur l'environnement urbain et naturel, prendre en compte les risques naturels, contribuer à maîtriser la consommation énergétique et favoriser la production énergétique à partir des énergies renouvelables. Donc il appartient au Conseil, à ce stade, d'approuver ces objectifs et de revalider les modalités de concertation qui avaient été arrêtées dans la séance du Conseil municipal du 24 juin dernier, à savoir publication d'articles dans la presse locale, communication dans le bulletin municipal, mise à disposition en mairie des éléments d'étude tout au long de la réflexion, engagée jusqu'à ce que le Conseil arrête le projet de PLU et enfin mise à disposition en mairie d'un registre servant à recueillir par écrit les remarques. Voilà, donc c'est un vaste sujet qui va nous prendre plusieurs années, qui va durer tout le mandat, enfin pas tout le mandat, mais qui va durer au moins les 2 prochaines années. C'est une obligation que nous fait la loi. Ça a été débattu largement en commission d'urbanisme. Est-ce que des personnes veulent intervenir? Moi j'avais juste une question. J'avais compris plein de choses lors de la réunion que vous aviez faite avec le cabinet Gaxieux, donc ça c'était très bien. Mais dans les objectifs généraux, il est indiqué mettre en compatibilité le PLU avec l'agenda 21 mis en place sur la commune. À ma connaissance, il n'y a pas d'agenda 21, ou alors il a été mis en place et voilà. Donc je voulais savoir où est-ce qu'on en était de ce fameux agenda 21. Alors, c'est un projet qui va nous venir, puisque j'ai chargé Olivier Capel et Madame Pêche, Anne-Claire Pêche, de prendre ce dossier et de constituer un comité de pilotage pour l'agenda 21. Donc nous allons mettre en place un agenda 21. Nous allons profiter du PLU pour l'associer au PLU. Donc c'est pour ça qu'on
on le met dedans dans le cahier des charges par rapport à l'appel d'offres qu'on fera pour le cabinet qui va nous accompagner, puisque je souhaite que l'agenda 21 fasse partie de la réflexion dans le PLU. Et il y a tellement de choses qui sont concordantes que ce serait un peu stupide de travailler sur l'agenda 21 et le PLU à côté, alors que 80% ou 90% des choses se retrouvent dans les deux documents. Donc on va se faire accompagner par le cabinet et on va créer, on est en train d'y travailler, on va créer un comité de pilotage de cet agenda 21, mais qui va être très proche du comité de pilotage du PLU. Donc j'y serai associé bien entendu. Ça vous paraît complet? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, aliénation d'un bâtiment cadastré AB 633, 6 lieu-dit de Fontolet, annexe numéro 5. Donc, il est proposé au conseil municipal l'aliénation d'un abri de jardin maçonné de 10 mètres carrés, cadastré AB 633. La cession de cette parcelle appartenant au domaine privé communal doit respecter les dispositions de l'article L 2241-1 du Code général des collectivités, selon lesquelles toute cession d'immeuble de droit réel, immobilier par une commune de plus de 2000 habitants, donne lieu à une délibération motivée du Conseil portant sur les conditions de la vente et les caractéristiques. La direction départementale des finances publiques, le 30 octobre 2014, a estimé la valeur de ce bien à 3 000 €. La commune n'a aucun usage de cet immeuble. Il est précisé que tous les frais concernant cette transaction sont à la charge de l'acquéreur. Alors, il s'agit de régler une vieille affaire d'un vieux différend qui date de plus de 20 ans, je pense que c'est ça, où il y avait des terrains qui avaient été vendus à l'époque à René Desjambes, c'est une succession à René Desjambes, il y a, sur ce terrain, il y a un petit cabanon qui avait été oublié ou pas. Enfin, bon, il y a toute une polémique, une discussion, mais je ne vais pas refaire la discussion parce qu'elle dure des heures et elle est sans fin. Qui a tort, qui a raison, je ne sais rien, mais le fait est que maintenant, il y a des personnes qui veulent acquérir ce terrain et le cabanon appartient toujours à la commune, en plein milieu d'un terrain, donc ça n'a aucune raison d'être par rapport à la commune. Et la commune, comme le notaire, voilà, ça se passe, c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Donc comme la commune ne peut pas donner ce cabanon, qui en principe, qui d'après moi avait été vendu à l'époque de terre, mais bon, c'est comme ça. Donc on a fait estimer ce cabanon par les domaines et les futurs acquéreurs du terrain sont d'accord sur l'estimation, donc achèteront ce cabanon au prix de 3 000 €. Voilà. Ce cabanon, c'est, vous l'avez vu sur le plan, c'est juste en dessus du parking Miramar. Voilà. Je pense que c'est une affaire qu'il faut arriver à mener à son terme et qui est assez durée. L'acquéreur, c'est pour l'instant. Tu parles d'acquéreur, mais le propriétaire, c'est déjà. C'est déjà, mais ça sera déjà on va vendre son terrain. Ah d'accord, je suppose qu'il ne va pas vendre que ce morceau, c'est ça, il va juste vendre cette parcelle ou pas, non? Alors ça, je ne sais pas autant, mais je sais que cette parcelle, il va la vendre. Je ne sais pas s'il y a autre chose, mais il va cette parcelle. Et si tu veux, pour éviter qu'il y ait deux actes, donc la commune vendra le cabanon à ces gens, parce que si on le vend à des gens qui le revendent à d'autres personnes, on va pénaliser les personnes des frais d'acte deux fois. Donc l'autorisation, c'est de vendre directement ce cabanon et de conclure. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Voilà, je vous remercie. Le point 12 appelle un virement de crédit en cession d'investissement sur le budget de la commune. Il s'agit d'une régularisation comptable, donc puisque nous proposons de faire un changement au niveau de l'imputation budgétaire et donc de procéder à un virement de crédit comme indiqué dans la note de synthèse à hauteur de 102 040 €. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Le fonds de compensation de TVA, en tout cas je le comprends bien. Par contre, sur recette et construction, je ne comprends pas. Ça concerne l'opération du Maastricht qui a été réalisée il y a quelques années. Le percepteur vous a indiqué lors d'un échange qu'il y a eu une erreur au niveau de l'affectation comptable de cette écriture. Et donc il y a
on va procéder à la réaffectation de cette écriture sur le bon compte budgétaire. Je pense que si c'est ça, il faudrait le préciser quand même, hein, parce que c'est vraiment, c'est absolument incompréhensible ce qui a marqué là. Vous êtes d'accord? Il y a marqué construction. Construction, tu te demandes c'est quoi ça, quoi? Oui. Fonds de compensation de TVA, on sait bien que 2 ans après les travaux, on récupère la TVA sur les travaux, etc. Là, ok, très bien, parfait. Le reste, je pense que vous devriez noter la réalité de ces chiffres, quoi. Je crois que ce serait bien pour la compréhension. Oui. Hein? D'accord. C'est de l'investissement et après il y a différentes opérations. Là, il s'agit de l'opération du passage. Bon, là, je fais confiance là-dessus, enfin, puisque c'est une opération comptable, mais simplement, il faudrait quand même l'expliciter, quoi. Ok. Ça, on va le rajouter. D'autres interventions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Lotissement La Salette 2, reversement de l'excédent de clôture du budget. Donc là, il s'agit de procéder à cette écriture comptable à hauteur de 1 450 €. L'objectif étant de finaliser l'opération et de clôturer le budget lotissement La Salette 2. Vous voulez intervenir? Non? Personne? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, EPIC, Office du tourisme, approbation du budget primitif 2015. Donc l'article 37 des statuts de l'EPIC prévoit que le budget et les comptes sont soumis à l'approbation du Conseil. Le comité de direction de l'Office, qui s'est réuni le 20 novembre dernier, a arrêté le budget primitif de l'Office équilibré en section d'exploitation à 316 700 € et en section d'investissement à 23 000 €. Donc il est proposé d'approuver le budget primitif 2015 de l'EPIC, Office de tourisme. Là aussi, ce budget a été débattu en comité de direction de l'EPIC. Est-ce que vous voulez intervenir? C'est bon? Les personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Marcher la procédure adaptée. Relever des décisions. Conformément à la délégation accordée à M. le maire, et suite à différentes réunions, on vous a indiqué les différents marchés à procédure adaptée qui avaient été engagés sur la commune ces derniers mois. Donc vous avez notamment l'aménagement de l'avenue du Puy d'Elmas et la réfection des rues Jean Ferré, Villarem et Mali. Et sur le budget du port de plaisance, maintenance et entretien à milieu hyperbare d'un système d'amarrage, donc marché de 9 500 € hors taxe pour la société Aquablue. Là aussi, je ne vais pas faire un commentaire sur le Puy d'Elmas, mais simplement sur les autres marchés, ça a été fait dans la clarté, les enveloppes ont été ouvertes en commission d'appel d'offres, dont tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Sauf sur Aquablue, je n'ai pas souvenir. Aquablue, c'était avant, je pense, c'était pas le moment. C'était avant que... En tout cas, moi, je n'ai pas ouvert le marché. Est-ce qu'on a eu des subventions là-dessus, sur le goudronnage là-dessus? Non. Ça, c'est budget communal. Ça fait pas partie du pôle routier, ça? Ça fait pas partie du pôle routier, là, le goudronnage, là, des rues Ferré, Villarem, Malais? C'est pas le pôle routier, ça? Non? C'est pas le pôle routier? Non, vous savez pas ce que c'est le pôle routier? Enfin, nous avions peut-être que je suis un peu dans la nostalgie, pardon, excusez-moi. Nous avions des subventions attribuées par le Conseil général sur les travaux, ce qu'on appelait le pôle routier, c'est-à-dire la réfection des rues. Quoi. Ça n'a pas ce nom. Comment? Ici, dans le département, ce nom n'est pas usité, mais le Conseil général donne une petite dotation de 12 000 €. Oui, c'est faible. Oui, c'est très faible. 12 000 € vu la longueur de voirie. Oui, effectivement. 50 km de voirie communale. Donc chaque année, le Conseil général donne une aide de 12 000 € à la commune de Lannion. D'accord. Bon, merci. Voilà. Personne qui sont contre? Est-ce que vous n'avez pas de vote?
maire un appareil de rétention. Là aussi, toutes ces listes ont été vues en commission d'urbanisme, à chaque fois on en a discuté et on a répondu aux questions. Voilà, donc là non plus, il n'y a pas de vote par rapport à ça. Donc je vais aborder maintenant le point que nous avions, que j'ai demandé à ce que